Christophe Boutor est le président du groupe Panhard depuis 2017. L'entreprise a été fondée en 1995 par Alain Panhard avec pour champ d'action le secteur immobilier à vocation logistique et en parc d'activités. Depuis 2016, la société a élargi ses activités au secteur résidentiel. Panhard, en chiffres, ce sont 1,5 million de mètres carrés de surface développée en termes de logistique, 750 logements en développement et, côté asset management, une valeur du patrimoine gérée de 1,4 milliard d'euros. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Tout en restant une PME, Panhard vient de quintupler ses effectifs en moins de 10 ans et compte aujourd'hui une cinquantaine de collaborateurs, de l'ingénieur à l'asset manager. Les effectifs jeunes, avec une moyenne d'âge d'environ 35 ans, bénéficient du conseil ainsi que de l'expertise de senior advisors et affichent une bonne parité. J'en conclus, Christophe Boutor, que les aspects RSE sont essentiels pour vous. Oui, effectivement, c'est des éléments qui sont au cœur de la culture du groupe, qui est basée à la fois sur l'exigence et la bienveillance. On cherche à avoir des équipes diversifiées, à la fois en termes d'origine, d'âge et aussi de sexe. On est proche de la parité et pas uniquement en comptant les assistantes. Pour nous, l'équipe, c'est l'actif principal du groupe. Donc on investit beaucoup sur le développement des équipes. On essaye de proposer à chacune un parcours professionnel qui allie le développement professionnel évidemment, mais aussi le développement personnel. On essaye d'avoir une politique de rémunération qui soit basée sur des données de marché et sur la méritocratie. Et puis, et enfin, parce que c'est un élément important pour nous, on a depuis quelques années commencé à ouvrir le capital du groupe à certains membres de l'équipe et aujourd'hui, on a un peu plus d'un tiers des collaborateurs du groupe qui sont actionnaires. Donc on peut dire que vous êtes vraiment dans la tendance. Alors l'aspect RSE, c'est le management, mais pas que, c'est aussi bien sûr l'attitude, le développement durable, les circuits courts que vous privilégiez chez Panhard. Alors effectivement, dans notre politique RSE, on a des actions de mécénat importantes dans plusieurs domaines. On est notamment membre actif de Palladio pour participer, j'allais dire, à la réflexion prospective sur nos métiers. On a des actions plus culturelles et des actions aussi sociales. On soutient notamment depuis de nombreuses années un orphelinat. Et on est évidemment, en tant qu'acteur de l'immobilier, très impliqué dans toutes les problématiques de développement durable qui sont effectivement au cœur de nos métiers. Alors justement, vous êtes très attentif, vous nous le disiez, à cette notion de développement durable. La protection de l'environnement, c'est une problématique que vous prenez véritablement en charge. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la démarche environnementale de Panhard ? Oui, tout à fait. Alors, nous, vous savez, notre métier historique, c'est la logistique. Donc, on fait des gros immeubles qui occupent des surfaces importantes. Donc, on se doit depuis toujours de réfléchir non seulement à la conception des bâtiments, au mode constructif, mais aussi à leur environnement, à la façon d'aménager les espaces extérieurs et à toutes les parties trafic, circulation, insertion de ces actifs au sein de leur environnement immédiat. Pour vous donner quelques exemples, on attache notamment beaucoup d'importance à toute la partie aménagement extérieur, en créant des bassins en eau assez significatifs, en ayant une politique de plantation avec un paysagiste qui travaille avec nous depuis des années, qui est assez importante, de sorte qu'on arrive à recréer un écosystème assez riche autour de nos opérations. On a fait d'ailleurs en 2014, on a demandé au cabinet Elan de faire une petite étude avant-après sur notre aménagement du Coudray-Monceau, qui est une zone de plus de 65 hectares, où on leur a demandé de comparer la biodiversité avant, donc sur la plaine agricole, et après, une fois que l'opération était développée. Et on s'est rendu compte on a été les premiers surpris, c'est qu'on avait une faune et une flore qui étaient 4 à 5 fois plus riches, alors que les espaces extérieurs dédiés à cette faune et cette flore représentaient environ 25% de l'ensemble du Tédement. Autre initiative qu'on a pris également, là encore, il y a déjà quelques années, on a développé la première centrale photovoltaïque en toiture sur un grand bâtiment qui était le bâtiment de Sisley à Saint-Ouen-l'Aumône.
Et on a développé donc la première centrale qui avait à l'époque une capacité de production d'1 méga au nord de la Loire, et c'est resté la centrale la plus importante du nord de la Loire pendant plusieurs années. Tant et si bien qu'aujourd'hui, on est en train de systématiser cette approche et on va développer des centrales photovoltaïques sur l'ensemble de nos bâtiments, en restant nous-mêmes producteurs. Et donc, je pense que dans une horizon à 4-5 ans, on aura une capacité de production d'énergie verte de l'ordre de 30 à 40 mégawattheures. Ça veut dire quoi, quelque part, que vous avez été précurseur en la matière? Quand vous avez commencé il y a plus de 10 ans, c'était des questions, bien sûr, qui étaient déjà importantes, mais peut-être pas autant qu'aujourd'hui, finalement? C'est des questions qui, de tout temps, ont été importantes pour nous, qui deviennent de plus en plus cruciales à mesure que les problématiques de réchauffement climatique, notamment, se font jour. Donc, on se doit effectivement, même si c'est quelque chose qui est ancré dans l'ADN de la maison, de poursuivre nos efforts, de chercher des nouvelles solutions. Et au-delà des exemples qu'on vient de citer, on consacre aujourd'hui une partie importante de nos ressources à essayer de trouver des nouvelles solutions, tant dans les modes constructifs que dans les matériaux biosourcés, dans la gestion des déchets des chantiers, pour essayer d'être les plus performants possibles aujourd'hui et demain sur ces sujets-là, et réduire au maximum l'impact carbone de nos opérations, tant dans la partie construction que dans la future exploitation de ces bâtiments par les utilisateurs. On vient de le voir avec Christophe Boutor, Panhard a une véritable démarche environnementale. Au-delà de cet aspect important de développement durable, nous venons de traverser une période compliquée en raison de la crise pandémique et de ses conséquences économiques. Comment le groupe Panhard a-t-il traversé cette période et quelles conséquences il en tire par rapport à l'avenir? L'analyse de son président, Christophe Boutor. Alors, pour nous, je dois l'avouer, comme on est sur les secteurs de la logistique et du résidentiel, on a des activités qui ont été faiblement impactées par la crise. La logistique a été mise à forte contribution et a été mise en lumière, et on a bien vu que c'était un élément qui était très important dans des périodes de confinement et de fermeture de plusieurs semaines et de plusieurs mois. Le développement du e-commerce n'a été qu'accéléré. Donc tous les groupes de distribution qui font à la fois de la distribution traditionnelle et du e-commerce ont shifté une grosse partie de leur activité sur le e-commerce. Donc ça a mis fortement à contribution les chaînes logistiques, et je pense que ça a mis en lumière l'impérieuse nécessité d'avoir des chaînes logistiques efficientes et performantes. Ce qui est un sujet, je pense, pour aujourd'hui et pour demain. Et je pense que pour qu'on ait une révolution environnementale ambitieuse et performante, ça passera par une révolution logistique, mais ça passera en y réfléchissant avec une logistique performante et pas contre une logistique qui prend de la place, qui amène des camions. La logistique, comme chacun sait, elle ne fait que gérer des flux existants. Donc le sujet, c'est comment on fait pour avoir une logistique performante par rapport à des flux existants et futurs anticipés par les différents acteurs. Sur la partie résidentielle, on a également une activité très dynamique. C'est un marché qui se porte très bien sur le plan commercial. Là où c'est un peu plus difficile pour l'ensemble du marché, c'est sur la capacité à développer de nouvelles opérations, puisque les équations à résoudre sont de plus en plus compliquées entre les problématiques de lutte contre l'artificialisation des sols, une volonté de densification qui est pas ou mal acceptée par le voisinage des opérations en développement, ce qui fait qu'on a une vraie difficulté aujourd'hui au niveau de l'ensemble du marché à créer de nouvelles opérations, et ce alors qu'on est comme vous le savez, dans un environnement où il y a un déficit structurel de logements en France depuis une trentaine d'années, qui pousse d'ailleurs les prix à des niveaux élevés, et ce qui représente des budgets très significatifs pour les ménages français. Alors justement, quelle est votre position, puisque vous m'en parlez, en matière de lutte contre l'artificialisation des sols? Personne ne peut être pour l'artificialisation des sols. Le sujet, c'est plus un sujet de comment on pilote cette artificialisation, pourquoi on la pilote, on part de quel diagnostic, quelles sont les mesures qu'on met en œuvre. Aujourd'hui, si on prend quelques chiffres pour entre guillemets planter le décor, en France, 5% des sols sont artificialisés. C'est sûrement trop.
c'est 40% de moins qu'en Allemagne, c'est 20% de moins qu'en Grande-Bretagne. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut pas y faire attention, mais voilà, on est un pays qui est relativement raisonnable de ce point de vue-là par rapport à nos voisins immédiats. Dans cette artificialisation, l'immobilier économique et la logistique, par exemple, ne représentent que 1% du total de l'artificialisation des sols. Donc, mon message, si j'en avais un, c'est qu'il faut être attentif à ne pas vouloir tout bloquer, parce qu'on risque de taper à côté de la cible. Les principaux vecteurs d'artificialisation aujourd'hui, ce sont les infrastructures, pour à peu près 30%, et le logement individuel. Donc, mettre trop de pression dans le système pour freiner le développement d'opérations dédiées à l'environnement économique, aux TPE, aux PME, aux artisans, à la distribution, aux industries qu'on veut rapatrier en France. C'est à coup sûr, je pense, se mettre dans une situation difficile dans quelques années, puisqu'on va réduire significativement l'offre dans un marché qui est très dynamique, avec, pour reprendre quelques exemples sur la logistique, des taux de vacances qui sont très faibles, qui montrent bien qu'il y a une grosse demande de surface. Tant et si bien qu'on a vu au cours des dernières années sur les bassins de consommation les plus dynamiques que sont l'Île-de-France et Lyon, des augmentations de loyers très significatives, puisqu'on est sur des augmentations de loyers de l'ordre de 20 à 25% sur une période de 5 ans, après avoir été sur des loyers quasiment flats pendant plus d'une trentaine d'années. Donc ça montre bien qu'il y a une grosse pression. Et puis on va créer, je pense, on risque de renforcer la fracture entre les cœurs d'agglo et les zones de périphérie, puisque finalement, quand vous êtes au cœur de Paris, le sujet de l'artificialisation se pose pas tellement. Donc, quand vous parlez de lutter contre l'artificialisation des sols, c'est essentiellement en deuxième et en troisième couronne. Et donc, on va mettre de la pression sur ce tissu économique qui est probablement celui qui est le plus pourvoyeur de nouveaux emplois dans l'environnement TPE-PME, qui a une équation économique qui est probablement un peu plus tendue. Et donc, quand vous augmentez des loyers de 20 à 25%, sachant que le poste loyer dans une petite entreprise, c'est probablement le deuxième ou troisième poste de charge, vous voyez bien qu'on va mettre et on va créer un vrai problème de compétitivité de nos entreprises à terme. Donc, moi, ce que je voudrais pas, même si évidemment il faut qu'on soit frugaux et qu'on soit très attentif à l'artificialisation des sols, je ne voudrais pas qu'avec des politiques trop jusqu'au boutiste, on se crée dans quelques années une crise du logement des entreprises, comme on a une crise du logement des ménages depuis quelques années en France. Oui, en gros, attention de ne pas se tirer une balle dans le pied, quoi. Exactement. Une question importante que celle de l'artificialisation des sols, mais à laquelle il s'agit de répondre avec prudence, comme vient de nous l'expliquer Christophe Boutor. Si, comme son président nous l'a dit il y a quelques minutes, la crise sanitaire n'a pas impacté violemment le groupe Panhard, quels sont, en ce milieu d'année 2021, les objectifs du groupe pour les mois et les années à venir? Quelles sont les prévisions de Christophe Boutor par rapport au marché? Comme je vous le disais, on a nos deux principaux marchés de la logistique et du logement qui sont très dynamiques. Donc nous, on a des perspectives qu'on considère comme assez favorables, voire très favorables sur ces deux segments, sur le plan commercial. Cette année, en logistique, en développement logistique, on devrait lancer 2 ou 3 opérations pour je pense environ 200 000 mètres carrés sur le deuxième semestre. En logement, on va lancer une opération emblématique sur laquelle on travaille depuis de nombreuses années sur la ZAC des Groux à Nanterre, qui est une opération qui développe 30 000 mètres carrés qu'on fait en copromotion avec Brickville, qui va développer 140 logements, 3 000 mètres carrés de bureaux, un campus de 11 000 mètres carrés et un espace de stockage en sous-sol de plus de 5 000 mètres carrés, qui va être notre première grosse opération emblématique, alors qu'on a lancé cette activité logement il y a maintenant 5 ans. Et puis sur nos activités d'investissement et d'asset management, on va probablement également être en croissance en réalisant un certain nombre d'acquisitions dans le cadre des mandats que nous avons en cours avec
certains de nos gros clients investisseurs institutionnels et probablement engager de nouveaux partenariats d'ici la fin de l'année. En tout cas, on a une feuille de route assez claire et on est assez positif sur nos marchés et sur notre activité, effectivement. Merci à Christophe Boutor, président du groupe Pan-Art, pour cet éclairage et son analyse. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.